toutes et à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Touillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes président cofondateur d'Airbox Lab. Et la première question, c'est... Alors, Foobot, c'est votre objet connecté dont on va parler. Airbox Lab, c'est le nom de votre entreprise. Depuis quand existe Foobot et Airbox Lab ? Alors, Foobot existe depuis l'émergence, ça a été en mars de cette année. Première introduction sur le marché, premier batch, comme on dit, de la sortie de l'industrialisation. Ça fait déjà quelques temps qu'on travaillait également dessus. La genèse elle-même du projet, c'est il y a plus de 10 ans de ça, quand j'ai un de mes enfants qui a été diagnostiqué avec l'asthme du bébé. Et du coup, il n'y avait pas de solution qui existait pour mesurer et surveiller la pollution de l'air intérieur, qui était le sujet principal et la cause de ce diagnostic. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai travaillé sur le projet. Donc, si vous a donné envie, c'était vraiment votre fils qui a eu... et vous vous êtes dit, on n'a rien pour mesurer l'air intérieur. Oui, et comment le concept de l'Internet des objets peut être une solution pour ce problème de santé qui va maintenant aussi grandissant. Et alors, pourquoi est-ce que ça a mis 10 ans à voir le jour ? Est-ce que c'est un prototype extrêmement compliqué à mettre au point ? Non, il faut pas 10 ans. Je disais 10 ans, c'est parce qu'il y a 10 ans de ça, il avait 1 an et demi et que ça s'est passé. J'étais sur d'autres projets et que j'ai suivi en même temps l'émergence de l'Internet des objets et que j'ai vu le moment où on pouvait faire rejoindre cette technologie, ce concept, avec ce besoin qui n'était pas satisfait sur le marché. Et très exactement, en fait, c'est 2 ans de R&D pour Foobot, avant de pouvoir sortir le produit. Et alors, qui est-ce qui a mis au point le prototype ? C'est des ingénieurs, purement ingénieurs ? Voilà, on est un binôme déjà CEO, CTO, donc c'est mon partenaire associé Inouk qui a pris en charge la partie technique. Pour aller, l'enjeu, c'est d'aller sourcer des capteurs environnementaux existants, de les combiner dans un appareil intelligent et de pouvoir apporter un service sur cette base-là. Ça n'est pas de recréer encore un nouveau capteur pour amener une solution. C'est ça l'enjeu de l'Internet des objets. Alors, Airbox Lab, en chiffres, ça donne quoi ? Combien d'employés, présents dans combien de pays ? Combien de produits avez-vous sortis pour l'instant ? Aujourd'hui, on est sur notre premier produit d'une gamme qui s'annonce sur le monitoring de la qualité de l'air intérieur. On a une équipe de 13 personnes, évidemment, très majoritairement des ingénieurs. On reviendra peut-être après dessus. Et on est dans différents incubateurs en France ainsi qu'au Luxembourg. On est présent actuellement déjà je ne dirais pas en pays, mais en continent, en Europe, aux US et en Chine. Ce sont les 3 continents sur lesquels on a déjà une présence. Vous êtes déjà commercialisé ? On est déjà commercialisé et on a déjà des Foobot qui monitorent la pollution de l'air intérieur. Alors justement, quelles sont les particularités de Foobot ? Alors la première particularité, c'est qu'on a créé un assemblage de capteurs, les 2 principaux étant les capteurs de particules fines, c'est la pollution physique, et le capteur de composés organiques volatiles, ça s'intéresse là, c'est à la pollution chimique. On rajoute de la température, de l'humidité, un socle Wi-Fi, et on envoie dans le cloud les données qui sont récoltées toutes les 5 minutes. Mais on a, si vous voyez également sur les LED en face avant, on a également un premier niveau de lecture de la pollution de l'air intérieur par la couleur des LED. 3 niveaux de bleu pour le bon air et 3 niveaux d'orange quand il y a un problème de pollution à l'intérieur. Alors là, on est quoi ? Alors là, on est à 2 tiers de bleu, donc on est encore bien dans le studio. 3 tiers, donc ça commencera à être un petit peu... C'est ça, non, complètement bleu, c'est bon, et moins il y a de bleu, moins c'est bon, et plus il y a d'orange, plus c'est mauvais. On est plutôt bien. On est plutôt bien. Et alors, vous m'avez dit orange ? Orange, ensuite, ça veut dire que c'est mauvais, il y a un problème de pollution. Et rouge ? Il n'y a pas de rouge. D'accord. En fait, c'est ces 2 couleurs-là. Et ensuite, on va avoir le détail sur l'app, évidemment, mais aussi des systèmes de notification. On vous envoie de l'information. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur l'app. On vous envoie de l'information pour vous prévenir, pour vous dire ce qu'il en est et pour vous donner aussi des conseils pratiques. Comment améliorer votre qualité d'air. Finalement, c'est une station météo. C'est exactement la même chose que Météo France qui nous dit attention, pic de pollution. Ce sont les mêmes capteurs, voilà. Les mêmes technos. Pas tout à fait les mêmes capteurs, mais c'est l'idée d'avoir votre source ou support de météo personnalisé. C'est votre propre météo d'intérieur, de qualité d'air intérieur. Et les gens sont friands de savoir est-ce qu'il faut que j'ouvre la fenêtre, est-ce qu'il faut... Ils sont intéressés par Foobot ? Alors, ce qu'on constate, c'est que l'évolution majeure sur la partie environnementale, c'est que les gens ne veulent plus s'engager pour sauver la planète, mais ils sont prêts à s'engager pour aider et sauver leur santé, se sauver eux-mêmes. Donc tout ce qu'on peut faire et agir sur la qualité de notre santé
au profit de l'environnement, là les gens sont partants. Oui. Alors justement, à qui s'adresse Foobot? Aux particuliers, aux entreprises Le principe, on a voulu vraiment créer un produit dit B2C, donc vraiment pour le consommateur final, avec les expériences utilisateurs, de la gamification à l'intérieur de l'app. On veut aussi éduquer, on veut aussi leur faire comprendre et leur faire changer des comportements. Mais on s'est aperçu que, en tout cas avec Foobot, que le marché de l'Internet des objets va aller de plus en plus vers le B2B2C. Et la finalité de Foobot, c'est pas forcément de devenir l'unique produit indépendant comme Nest pour le thermostat, mais d'être diffusé dans un grand nombre de lieux, d'espaces et même de matériel. Tous les matériels de traitement d'air, les plateformes de santé, les assurances pourront embarquer nos capteurs pour aider à améliorer cette qualité d'air intérieur et du coup protéger notre santé. Donc l'idée c'est d'être très performant en termes de techno pure, de capteurs, quitte à les intégrer finalement à n'importe quel autre boîtier ou objet permettant de les intégrer. Ouais. Et la phase ultime, c'est la disparition de l'objet Foobot en tant que tel pour ensuite diffuser les capteurs et la techno Foobot et l'embarquer dans d'autres systèmes. Et ces capteurs, est-ce qu'il y a d'autres concurrents qui les fabriquent tels quels ou vous êtes les seuls à l'intégrer comme ça? Non, on n'est pas tout à fait les seuls. Nos principaux concurrents sont en Chine. Évidemment, c'est un marché où il y a de très gros problèmes de pollution. Par contre, le marché chinois n'est pas aussi avancé que nous, en Europe ou aux US, sur la partie data, big data, machine learning, traitement de la donnée. Donc eux sont bons et forts dans le hardware, produire des objets, des appareils, mais par contre, ils ne font que vous livrer de la donnée brute sans intelligence rajoutée. Alors, quels sont vos objectifs d'ici fin 2015 ? L'objectif fin 2015, évidemment, c'est qu'on est dans une phase un peu de lancement, mais on a aussi déjà on a énormément de précommandes. Ça se compte en plus d'une dizaine de milliers d'unités avec des partenariats justement avec des industriels. Donc l'objectif 2015, c'est réussir un peu ce triple lancement à la fois aux US, en Chine et en Europe auprès des consommateurs. Est-ce que vous pensez les tenir ? On les a déjà quasiment, ils sont prévendus. Donc ces objectifs-là sont déjà atteints. Ce qu'on prépare, après, c'est 2016. C'est 2016, voilà. Une approche encore plus mass market du marché grand public. Et ça, vous pensez y arriver ? On fait tout pour y arriver, on est une start-up. Et donc il y a aussi des aléas et difficultés qu'on peut rencontrer. Mais on est en train de concrétiser un bon lancement et une bonne appropriation avec un bon niveau de rétention des utilisateurs de l'appareil. C'est un bon signe. Alors vous le disiez, votre produit est commercialisé depuis mars. Ouais. Quel accueil du public pour l'instant ? Alors, un accueil différent en fonction des continents. On va prendre deux exemples pour les comparer entre l'Europe et les US. Politique de prix qui est la même comme Apple, $199 sur le marché US, 199 € en Europe. Le marché européen est un marché un peu conservateur. On a tendance à attendre, à avoir des informations sur est-ce que le produit a déjà fait ses preuves et est-ce qu'il est devenu un peu mainstream pour qu'ensuite je suive la tendance. Donc on est sur une approche très early adopter sur la partie européenne. Par contre aux US, le traitement de la donnée, le big data, le service apporté à partir de la donnée est déjà très démocratisé. Et donc là-bas on a la data fait moins peur aux États-Unis qu'en Europe. Ça fait partie même du service. Comment vous l'expliquez ? Ça, c'est purement culturel. C'est complètement culturel. La preuve, c'est que le niveau de connaissance de la pollution et de l'impact de la pollution de l'air intérieur est supérieur en France qu'il n'est aux États-Unis, mais les Américains achètent plus notre produit que les Français. Donc vous voyez, c'est vraiment une culture de l'approche et de la consommation de la donnée qui fait la différence. Alors on va reparler tout à l'heure de data. Est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à mettre ce prix-là ? Le prix, c'est toujours un rapport dans le nice to have ou must have. Hein. Est-ce que vous le considérez comme un gadget ou est-ce que vous le considérez comme un appareil essentiel ou ce que j'appelle moi un gadget essentiel parce que ça fait aussi partie de l'Internet des objets. Et de plus en plus, on voit que la pollution de l'air intérieur, l'impact avec les problèmes respiratoires est un impact qui devient de plus en plus important et dans la conscience des personnes, c'est une approche qui est de plus en plus forte. Alors, quelles sont les attentes du public aujourd'hui ? Le public, je crois, pour l'Internet des objets, ce qu'il attend, c'est vraiment un système simple, immédiat, pour l'accessibilité aux produits et à son information. Être sûr de bien comprendre le produit, savoir qu'on lui donne les bonnes informations.
Et vos, excusez-moi, j'ai un fou rire. Et vos concurrents, qui sont-ils? Alors, en fait, les concurrents, c'est des concurrents soit chinois, soit sino-américains, puisque les produits et les objets connectés sont plus développés aux US. Et après, mais c'est pas une concurrence directe, on peut avoir des produits qui embarquent un des capteurs environnementaux, comme par exemple les composés organiques volatiles, mais qui ne travaillent pas vraiment la donnée, ni son focus sur la pollution de l'air intérieur. C'est comme une fonctionnalité additionnelle, un bonus, mais ce n'est pas une centralité. Est-ce que vous savez ce que contient l'air concrètement selon certains sites spécialisés, la concentration de certaines particules toxiques serait jusqu'à 10 fois plus importante en intérieur qu'en extérieur. Que contient... Vous allez vous étouffer parce qu'il y a de la pollution là. Non, en fait, ce qu'on a constaté effectivement, c'est qu'on a des effets de confinement dans les intérieurs, dans nos lieux de vie, et ça parce qu'on a cherché à faire des économies entre guillemets d'énergie sur les fluides, alors qu'en fait, du coup, on respire de la pollution et on ne renouvelle plus correctement son air intérieur. Seulement le problème, c'est qu'on pense tous que l'ennemi, il est à l'extérieur, avec la pollution atmosphérique, alors qu'en fait, on passe plus de temps dans nos espaces intérieurs, et donc ce confinement nous amène en particules fines qui infectent notre système respiratoire et même le système sanguin, et puis les composés organiques volatiles, qui sont d'ailleurs déclarés cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Alors on parlait de data, donc c'est un peu le mot qui fait trembler tout le monde, parce que ça reste quand même très opaque pour certains utilisateurs. Est-ce que vous récoltez de la data, et qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez des questionnements d'ailleurs des utilisateurs? Oui, alors on récolte de la data, on travaille beaucoup à partir de la data, c'est ce qui fait la force du produit, c'est qu'on va mettre en commun les données qui sont récoltées par les utilisateurs. Et grâce à ça, avec le data mining, le machine learning, on va pouvoir aller jusqu'à de la reconnaissance de modèles de pollution. C'est un petit peu l'image de Wikipédia, c'est-à-dire qu'on va mettre en commun nos connaissances, les connaissances issues des appareils des différents Foobot, et on va proposer ce service lié, qui est gratuit avec le produit, et amener cette valeur ajoutée pour les utilisateurs du Foobot. Et donc dans ce sens-là, c'est une vraie valeur ajoutée, c'est pas une histoire de commerce ou à partir des données, c'est du crowdsourcing et de l'enrichissement entre les utilisateurs. Alors Christophe Lefebvre vient de nous rejoindre. Bonjour, merci d'être là. Alors vous êtes cofondateur de New Walkings. Première question, qu'est-ce que c'est New Walkings? Bonjour Laura, déjà désolé pour le retard. New Walkings, en fait, c'est une société qui a été fondée il y a quelques mois de cela pour pouvoir promouvoir l'écomobilité. L'écomobilité qui est vraiment un vrai enjeu de nos sociétés modernes. Parce qu'il suffit de voir tous les soucis de circulation qu'on peut connaître dans toutes les grandes villes, et on se doit de trouver des solutions alternatives pour pouvoir circuler librement et de manière éco-responsable, et encore plus de manière économique pour pouvoir circuler dans nos grandes villes au quotidien. Alors vous proposez différents types de produits. Quels sont-ils? Une trottinette, un monocycle et quoi d'autre? Alors, New Walkings est le distributeur officiel pour la France d'InMotion. Donc InMotion, c'est une marque chinoise qui est leader en Asie. C'est une jeune société qui a 2 ans, parce que le marché est tout récent. Donc ils proposent effectivement des trottinettes électriques avec des batteries de 48 volts qui permettent des autonomies jusqu'à 30 à 35 km, qui permettent de circuler jusqu'à 25 km/h. Donc vraiment très pratique. Alors, on circule sur la route ou sur le trottoir dans ces cas-là? Alors la législation française est bien particulière. Pour l'instant, elle n'a pas légiféré sur ces typologies de produits, donc il y a un vide juridique. Pour le moment, nous sommes tolérés sur les pistes cyclables, nous sommes tolérés sur les trottoirs à partir du moment où nous ne circulons pas plus vite qu'un piéton. Voilà, ça c'est l'encadrement juridique aujourd'hui. Donc c'est quand même très restrictif et on ne peut pas aller à 25 km/h par exemple sur un trottoir. Sur un trottoir, il vaut mieux éviter, mais sur une piste cyclable, c'est toléré sans problème. Et sur la route, du coup, c'est pas... Sur la route, ce n'est pas considéré comme un véhicule, donc nous ne pouvons pas circuler sur la route avec une trottinette électrique. Nous proposons également des gyropodes, qui est un appareil qui permet justement de circuler, mais avec comme objectif plus du tourisme, plus du loisir, plutôt pour les camping-caristes, pour les plaisanciers, mais également pour les personnes qui vont se déplacer sur des salons, sur des grands salons privés, publics. Je crois qu'on a une vidéo à ce sujet sur le gyropode pour bien se figurer ce que c'est. Alors, redites-nous ce que c'est. On est dessus, on se penche et ça avance. Alors, c'est un véhicule effectivement qui réagit aux impulsions de votre corps. Donc, vous vous penchez en avant, forcément, vous mettez de la pression sur l'avant de l'appareil. Et l'appareil va en avant. Vous voulez freiner, vous mettez de la pression. C'est une question d'équilibre et de pression, j'imagine, sur Exactement. Les roues de balancer. Et ensuite, le guidon vous permet de tourner à droite ou à gauche. Alors, depuis quand existe New Walkings ?
Ça va faire 8 mois, très exactement. Donc c'est une toute jeune start-up. Tout à fait. Donc en chiffres, ça donne quoi? Vous avez déjà des employés ou vous êtes uniquement 2-3? Pour l'instant, je suis tout seul avec mes associés, mais justement, je suis en pleine phase de levée de fonds et de recrutement de 2 personnes pour pouvoir m'accompagner au quotidien au développement d'InMotion en France. La cible, ça va être qui? Le grand public? Ah oui, complètement, le grand public citadin, urbain, pour pouvoir se déplacer au quotidien, vraiment. Alors, quelles sont les particularités de votre produit, par exemple, par rapport à la concurrence? Qui sont vos concurrents et quelle est votre spécificité à vous? Alors, la concurrence, elle n'est pas nombreuse, parce que c'est un marché récent. Le seul concurrent est une autre marque chinoise, que je ne citerai pas sur ce plateau. La particularité d'InMotion, c'est que c'est des produits vraiment tournés autour du design et autour de produits très faciles d'utilisation pour la personne qui habite en ville. Par exemple, la trottinette se plie en 3 secondes. Ne pèse que La trottinette 7 kilos. électrique? Oui. Donc ça, pareil, on va à combien de kilomètres heure avec la 25 km/h. 25 km/h. Tous les produits en fait. Non, le gyropode et la monowheel ne permettent que d'aller jusqu'à 18. Mais la trottinette est vraiment utile pour faire des trajets un peu plus longs, et surtout sur pistes cyclables et routes de droite. Et c'est pas un cette peu vitesse. dangereux, question naïve, mais si on va à 25 km/h en trottinette, est-ce qu'on se prend un caillou? Alors je vais répondre à votre question par une autre question. Est-ce que lorsque vous êtes à vélo, vous roulez sur un caillou? Ah, c'est pas pareil, parce que le vélo, c'est quand même beaucoup plus stable, les roues sont plus grosses, a priori, on a un casque. Ça dépend de la taille du caillou. Ça dépend de la taille du caillou, Voilà. exactement. Donc, comme avec votre Vélib, vous allez contourner le caillou. Donc avec la trottinette, effectivement, vous allez contourner le caillou. Avec le gyropode, vous allez contourner le caillou. Vous recommandez de porter un casque? Ah oui, bien entendu, évidemment. ouais. À 20 km/h, tout peut arriver, donc comme à vélo, hein, même si ce n'est pas obligatoire. Alors, combien d'années de R&D pour des prototypes comme ça? Alors InMotion, ils ont commencé à travailler sur ces produits-là en 2007 et ils ont commencé à les développer de manière industrielle en 2013. Voilà, plus de 5 à 6 ans pour pouvoir développer cette technologie du gyropode. Donc la sortie est prévue pour quand? Alors le gyropode R1 et la monowheel V3 sont déjà commercialisés et la trottinette et le nouveau gyropode R2 vont arriver dans les semaines En à venir. juillet. Voilà. Très bien. À quel prix est-ce qu'on va les trouver? Alors la trottinette, elle sera commercialisée à 990 €, le gyropode autour de 2000 € et la monowheel à 790 €. Sachant que pour faire à peu près 100 km avec ces appareils, cela coûte 30 centimes d'électricité. Ça se connecte, c'est comme une voiture électrique, ça se... Ah non, c'est bien plus simple. C'est comme votre téléphone, vous le rechargez sur une prise de 120 volts de manière classique, si ce n'est que le chargeur est un peu plus gros que votre chargeur de téléphone. Est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à mettre ce prix-là? C'est une bonne question. Moi, je pense que oui, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Dès demain, il suffit de voir l'annonce qui a été faite par Madame Royal. On ne pourra plus circuler en ville avec que des voitures qui sont 100% écologiques, 100% économiques. Donc, par définition, on devra trouver des solutions alternatives. Et c'est à la fois cher, mais lorsqu'on regarde le budget au global, c'est pas cher parce que sur une voiture, vous allez devoir rajouter l'essence, vous allez devoir rajouter une assurance, vous allez devoir rajouter peut-être des dégâts, alors que sur un produit électrique, vous n'aurez aucun entretien, pas de vidange, rien du tout. D'après vous, quelles sont les attentes du public sur ce type d'engin? Est-ce que c'est par exemple, d'arrêter de prendre le métro et de se déplacer uniquement avec ces nouveaux moyens de transport 3.0 ou c'est... Dans l'idéal, je pense que oui, mais cela n'est malheureusement pas possible parce que les villes s'étendant de plus en plus grand, les distances ne le permettant pas, mais je pense que c'est quelque chose de complémentaire au maillage avec le réseau ferré, le métro, le bus, le tramway. Là, ça permet justement de faire des compléments de trajet entre le bus et le bureau, le bus et la maison. Ça s'adresse également aux enfants ou c'est vraiment uniquement pour les adultes? Non, ce n'est pas des jouets, c'est des vrais véhicules de déplacement. C'est fortement déconseillé aux enfants, même si ça les attire fortement, bien entendu. Mais ce n'est pas C'est des jeux pour adultes? C'est des grands jouets pour adultes, tout à fait. Alors, on va peut-être reparler tous les trois un petit peu du marché des objets connectés. Bon, on est au début d'une révolution, je ne vous apprends rien, celle du numérique, de la transformation digitale, de ce nouveau marché émergent qui commence à prendre de l'ampleur. Ça, les entreprises l'ont bien compris et investissent massivement. En revanche, est-ce que vous pensez que le grand public l'a saisi ou est-ce que les fabricants, finalement, sont en avance un petit peu sur ce marché ? Je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a l'objet connecté, toute la série des objets connectés en tant que standalone, donc un appareil indépendant, autonome. Et ce qui est demain la révolution, c'est l'interconnexion des appareils, rendre intelligents des appareils existants. C'est là où il y aura la plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, on est peut-être aussi dans un phénomène de bouillonnement et on peut connecter un peu tout et n'importe quoi.
C'est rien, regardez sur les animaux, tous les objets connectés pour les animaux qui existent, je ne suis pas sûr qu'ils perdurent vraiment. Par contre, d'autres éléments beaucoup plus essentiels, l'idée c'est de faire disparaître l'objet et de travailler avec les capteurs, les sensors, les capteurs, et puis la connexion et pouvoir récupérer, relier les appareils, celui qu'on a tous les jours, le smartphone, quoi. Le gyropode, c'est un objet connecté pour vous ou ça n'a rien à voir, c'est un moyen de transport? C'est les deux, parce que le gyropode, effectivement, c'est un moyen de transport, mais à travers tout l'univers d'InMotion, il est connecté sur son smartphone. Et l'application de tout l'univers InMotion permet à la fois d'utiliser comme télécommande, mais aussi comme GPS tracking. Vous pouvez également avoir des diagnostics sur l'appareil, vous pouvez le piloter à distance. Donc en fait, c'est aussi également un vrai appareil connecté. Il y a de connecté. la connectivité dedans. Et donc, par définition, ça l'est. Après, tout dépend de la définition qu'on donne à un objet connecté, si elle est vaste Absolument. ou... Très bien. Est-ce que vous savez combien pourrait peser ce marché, le marché des objets connectés, d'ici 2020 ou 2050? Je vais laisser mon collègue répondre. Alors moi je réponds très simplement, c'est le genre de devinette, je pense qu'il mène par exemple, pas nulle part, qu'est-ce qu'on peut marquer quelques milliards d'appareils. Encore une fois, c'est comment on les connecte et qu'est-ce qu'on en fait. Parce que cette table, on peut la connecter, on peut lui mettre un capteur. Est-ce que c'est un intérêt? À quoi ça va servir? L'usage final, si finalement. Ce n'est de mettre dans un catalogue pour le vendeur qui a aussi une connexion de la table possible. Bon. Donc, ça m'amène à la question d'après. D'après vous, est-ce qu'on parlera encore d'objets connectés dans 20 ans ou est-ce que ce sera Non, complètement j'espère bien que dépassé? même d'ici 5 ans ou 10 ans, on ne parlera plus d'objets connectés. On sera, ce qui pour moi sera l'excellente nouvelle, pour faire peur encore à beaucoup de gens, on sera dans la matrice, on sera dans la connexion. On n'aura plus, comme on dit, on ne cherchera plus le Wi-Fi, on sera Tout totalement... sera connecté. Et voilà. Ça fait peur, ça, d'après vous? Oui, ça fait encore peur à un grand nombre. Vous, ça vous fait peur? Pas du tout, moi je n'attends que ça pour plonger dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous Parce plaît? que je pense que c'est une véritable révolution et un apport de service qu'on peut avoir grâce à ça. Moi, je rêve d'avoir, non pas un Foobot, mais d'avoir un capteur qui est peut-être dans la fibre textile, carrément de mon vêtement. Je suis dedans, je suis dehors, et je suis continuellement en mesure avec la qualité de l'air, et j'aurai un service qui va pouvoir me dire à l'avance ce qui peut se passer, où on va, et ce qui va arriver. Moi, je suis impatient. Il n'y a pas de problème d'onde? D'après vous, il n'y a aucun problème d'onde par rapport à si tout devient connecté? Est-ce que... Ça, c'est le grand débat. C'est comme la poêle Tefal à l'époque de mes grands-parents quand elle est arrivée, que tout le monde avait dit qu'on allait attraper le cancer quand on allait faire son omelette. C'est à peu près le même niveau de... Je n'ai pas connu ça, de mais débat. très certainement. Vous pouvez regarder à l'INA, vous allez en trouver des interviews comme ça. Non, il y a une vraie valeur ajoutée. Moi, je rêve du jour où mon connecteur personnel va me dire « Jacques, dans 2 jours, tu vas avoir la grippe ». Et ça veut dire qu'on saura on sera dans l'anticipation, on pourra contrôler. Dans la prévention. Et tout l'objectif, tout l'intérêt, la valeur ajoutée pour moi, elle est quand on peut être dans la prévention. Ça. Foobot, ça appartient c'est du domaine de la santé connectée? Oui. Alors, moi, je dis qu'on est plutôt dans la santé connectée. On est aussi dans le bien-être parce que respirer, c'est une des 3 fonctions vitales. Hein. Enfin, vous respirez, vous mangez, vous buvez. Donc, tout effectivement, si on arrête l'une des 3. Et la respiration, c'est celle que vous tenez le moins longtemps, hein, si vous l'arrêtez. Donc, a priori, non, parce qu'on peut être aussi assimilé parfois à la maison connectée. Je pense qu'on a moins de valeur ajoutée que dans la partie santé, puisque c'est vraiment... Oui, c'est dans les deux finalement, oui, mais... mais on a un peu plus de valeur ajoutée sur la santé que sur... on n'a pas beaucoup de lien avec les rideaux connectés ou le fait d'allumer ou non des lumières dans une maison. Christophe Lefebvre, Jacques Touillon, merci infiniment à tous les deux d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine avec Raphaël Raymond, vice-présidente marketing de Netatmo, qui viendra nous parler de leur nouvelle caméra connectée Home. À la semaine prochaine.